Salut les curieux, aujourd'hui on va parler de sous-sous et on va parler de comment financer Internet. Je vais surtout parler ici du financement de la création et des infrastructures système, et non du coup du réseau, que ça soit via les FAI ou encore les câbles sous-marins. Bon, combien ça coûte un serveur? On va prendre le serveur comme un tout, c'est-à-dire une machine qui va délivrer un service web, comme par exemple un site internet qui va délivrer du streaming vidéo, une sorte de YouTube en gros. Et là on peut distinguer le coût en 3 catégories. Le coût d'acquisition du matériel, acheter la carte mère, les disques durs, etc. Le coût récurrent, qui équivaut au coût nécessaire pour faire fonctionner le serveur, ça va être surtout le coût en énergie électrique du serveur, mais aussi le coût de climatisation. Et enfin le coût de la prestation. Je vais mettre là-dedans tout ce qui est le coût des personnes pour que tout cela fonctionne, mais aussi la marge que va se faire une entreprise par exemple. On va partir sur de l'auto-hébergement pour héberger une solution de vidéo en streaming avec la solution Peertube. Je ferai plus tard une vidéo dédiée à Peertube, mais pour l'instant si vous voulez en savoir plus, j'ai mis quelques liens en description. Pour commencer, on va acheter un Raspberry 3B+. C'est une petite boîte qui va faire office de serveur et qui est très peu chère. On trouve un pack sur Amazon avec tout ce qu'il faut pour fonctionner à 83€. Plus un disque dur de 2 Tera qui coûte 70€, tout ça pour pouvoir stocker les vidéos qu'on veut streamer. Si on ne prend pas en compte le coût de la ligne internet que vous avez déjà chez vous, ça vous fait donc 153€ de coût d'acquisition. Ensuite, du côté des coûts récurrents. Pour l'exercice, on va mettre de côté le coût des pannes éventuelles. On a donc 5 watts pour le Raspberry Pi et 4 watts pour le disque dur externe. Ce qui fait 9 watts au total, que je multiplie par 24 heures pour faire une journée et 365 jours pour une année, ce qui va donner 78 kWh. Le prix du kilowattheure chez EDF est entre 12 et 15 centimes d'euros, ce qui nous fait 11,82€ à l'année. Ce qui n'est pas énorme au final. On a certes un coût d'acquisition élevé, mais ça a l'air de tourner plutôt bien. Bon, on va pas pouvoir faire tourner 15 000 vidéos simultanément, mais ça permet quand même d'avoir un petit début de serveur qui fonctionne et très bien pour une échelle d'une personne, voire 15-20 personnes. L'autre solution va être de passer par un prestataire qui va louer des serveurs en data center. Les data centers, ce sont de très gros bâtiments qui ont pour seul but de stocker les serveurs, de les faire fonctionner tout en garantissant le taux maximum de disponibilité. On va avoir par exemple des accès réseau qui vont être redondés, des accès électriques redondés avec des générateurs de secours, mais aussi des climatiseurs. Faut savoir que les climatiseurs, ça représente environ 40% des coûts d'un data center. J'ai trouvé une étude de 2016 qui permet d'estimer le coût d'1 kW d'informatique à l'année. Pour un data center entre 46 et 460 m², on tourne autour de 26 000$ à l'année pour 1 kW. Tandis que pour un data center supérieur à 4600 m², ça nous fait environ 5500$ pour 1 kW. Donc on voit que plus le data center est grand, plus ils arrivent à optimiser les coûts. En plus de ça, il faut penser aussi au coût de la prestation, c'est-à-dire tout ce qui est coût de l'installation des serveurs, mais aussi de la marge faite par l'entreprise. Comparé à notre installation de 9 watts, on peut se dire que le prix est prohibitif. Sauf qu'entre stocker 9 watts d'équipement informatique et 1000 watts, c'est pas la même chose. Si vous stockez 1 kW d'équipement informatique dans votre salon, certes ça va être assez pratique l'hiver pour pouvoir se chauffer assez facilement, mais bon, en été, au niveau de la clim, ça risque d'être assez compliqué. Et donc là, tout ce dont on a parlé, ça va être du coup d'infrastructure. On n'a pas parlé de la création du site web en tant que tel, les créations vidéo, qui c'est qui les rémunère, etc. Et je vous laisse du coup imaginer le coût pour une plateforme comme YouTube, sur lequel on envoie 400 heures de vidéos par minute. Même s'ils arrivent à assez bien optimiser leur data center, le coût total reste astronomique. Tout ça pour dire qu'Internet ça coûte cher, que ce soit en termes d'argent ou en termes de coût écologique. Je vous laisse des liens en description si vous voulez en savoir plus sur le coût écologique des data centers. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut financer tout ça? Une des choses qui s'est rapidement mis en place sur Internet, ça a été le don ponctuel. Je parle d'une époque plutôt ancienne, où on avait des forums communautaires ou des sites web dédiés à des news particulières qui demandaient des dons pour pouvoir payer les serveurs. Ce type de financement existe toujours, mais il est surtout réservé à des communautés plus restreintes comme par exemple les plateformes de Warez. Vous savez, là on peut télécharger illégalement des films et des jeux vidéo. L'émergence et la popularisation des crypto-monnaies a du coup permis à ces plateformes un peu illégales de subvenir à ces besoins grâce aux dons ponctuels, notamment parce que ça permettait un anonymat entre les donneurs et les receveurs. Une chose est sûre, le coût d'un serveur web il y a 15-20 ans n'était pas très favorable pour développer des services sur Internet. Certains acteurs ont du coup proposé d'héberger gratuitement du contenu sur leur plateforme. En contrepartie, ils affichaient de la publicité sur les pages, ce qui leur permettait de rémunérer leurs infrastructures. Je pense par exemple à des sites comme Overblog ou Skyblog qui étaient très populaires dans le milieu des années 2000. Cela a une conséquence assez désastreuse sur les utilisateurs et sur leur conception d'Internet. Un endroit où tout était devenu gratuit. Les coûts énergétiques étaient totalement cachés.
Et du coup, une fois qu'on a filé du contenu gratuit à des gens, il est très difficile de revenir dessus. En plus de l'invisibilisation des coûts, il y a pour moi deux problématiques majeures sur le financement par la pub. Premièrement, les régies publicitaires ne font pas attention au contenu de la pub elle-même. Les régies publicitaires, ce sont des entreprises qui vont faire le lien entre les annonceurs, qui vont vouloir diffuser de la pub sur leurs produits, et les sites web qui vont vouloir afficher de la pub sur leur site. On a pu voir sur des sites des pubs qui contenaient en réalité des charges malveillantes. L'autre méthode de rémunération sur internet est l'abonnement. C'est plus que du simple don régulier, avec un abonnement on va avoir accès à du contenu exclusif. Et donc du côté du créateur ou de la créatrice, on n'est plus du tout dans une logique de faire le plus de clics possible. Le but ça va être de créer une communauté et de faire du contenu de qualité pour donner aux gens l'envie de s'abonner. On est donc dans une espèce de cercle vertueux, je fais du contenu de qualité qui intéresse les gens s'abonnent et en parlent autour d'eux, et pour qu'ils continuent de s'abonner, je fais d'autres contenus de qualité. On a des exemples de journaux qui ont utilisé ce type de financement, comme par exemple Arrêt sur Image ou Next Impact. Ou encore des podcasts audio via des plateformes de financement participatif comme Patreon. Sauf que ce système reste difficile à mettre en place. Il faut pouvoir fédérer une communauté autour du créateur ou de la créatrice, et ça prend du temps. En plus, ce système doit lutter constamment contre la croyance populaire que sur internet, tout doit être gratuit. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour en arriver jusque-là. Pour finir, je voulais vous parler d'une initiative qui me paraît extrêmement intéressante, il s'agit de Utip. Si je devais résumer la plateforme, ce serait un endroit pour pouvoir soutenir des créateurs et des créatrices de plusieurs manières différentes. Via le visionnage de publicités qui vont rémunérer le créateur, via le minage de crypto-monnaies, via des dons ponctuels ou récurrents, ou encore via une plateforme de vente de produits en ligne. Quand je me suis inscrit sur le site, j'ai eu l'occasion de discuter avec un des fondateurs de la plateforme, afin de discuter de leur vision et surtout leur position par rapport à la pub. Et ça m'a plutôt rassuré, surtout du côté visionnage de publicité. Au premier abord, on pourrait penser que c'est littéralement vendre du temps de cerveau disponible à des annonceurs, mais c'est pas du tout la philosophie de la plateforme. Les pubs sont un des moyens parmi tant d'autres de soutenir les créateurs et les créatrices sur la plateforme. Leur volonté, ce n'est pas du tout que tous les abonnés d'une chaîne YouTube aillent cliquer en masse sur des publicités, mais plutôt qu'une petite partie des abonnés aillent de temps en temps cliquer sur une publicité. C'est pour ça que le visionnage de publicités est limité à 2 ou 3 publicités par personne et par jour. Sur ce type de financement, le but ça va être vraiment de fournir une plateforme de qualité aux annonceurs pour diffuser leurs publicités. Un peu privilégier la qualité par rapport à la quantité. Mais au-delà de ça, ce que je trouve très intéressant, c'est les multiples possibilités pour soutenir un créateur, que l'on ait de l'argent à disposition ou non. Mais aussi de pouvoir fédérer une communauté autour de son travail. Mais il y a aussi de la gamification, ou encore la possibilité de s'abonner à Utip en tant que Fire Tipper, ce qui permet de rémunérer Utip, un créateur de son choix, et d'autres créateurs et créatrices en plus. Bref, vous l'avez compris, je trouve que cette initiative est très très cool, et j'ai bon espoir qu'il devienne un acteur incontournable du financement sur internet. Sur ce, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, partager, vous connaissez la rengaine. Je vous recommande chaudement d'aller sur Utip pour regarder comment d'autres créateurs ou créatrices se sont appropriés la plateforme. Et si jamais ce que je fais vous plaît et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un pourboire sur le site. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. I always thought I might be bad, now I'm sure that it's true, 'cause I think you're so good, and I'm nothing like you. Look at you go, I just adore you. I wish that I knew what makes you think I'm so special.